Welcome everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue. Does it sound right? Yeah. Hello everybody. A warm welcome to you all. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on voulait simplement vous dire que nous avons de l'interprétation disponible. Ce webinaire sera interprété en portugais, en anglais et en français. Donc nous aurons de l'interprétation dans chacune de ces langues. Si vous voulez avoir accès à ce service, rendez-vous sur votre menu Zoom et sélectionnez l'icône en forme de globe. Cliquez sur l'interprétation de langue et puis la langue de votre choix. Je vous souhaite la bienvenue. L'événement va commencer bientôt. Et veuillez noter que le webinaire va se dérouler en français, en anglais et portugais. Donc, on va avoir des services d'interprétation dans les trois langues. Donc, pour configurer le service, veuillez vous rendre dans le menu Zoom. Et si vous êtes sur un ordinateur, il faut sélectionner l'icône du globe qui est localisée un peu à la droite au centre, indépendant de votre écran. Et si vous êtes plutôt sur une tablette ou un smartphone, sélectionnez l'icône plus ou bien les trois points. Et sélectionnez ensuite Language Interpretation et français dans le menu qui s'affiche. For those of you who are connecting with a smartphone or Alors, pour ceux qui sont avec un téléphone portable ou un smartphone, veuillez cliquer sur l'icône plus ou les trois petits points et puis chercher l'interprétation de langue et cliquer sur le français dans le menu qui apparaîtra à ce moment-là. Bom dia a todos, a todas e a todes. Bem-vindos. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous répétons à présent les instructions pour l'interprétation en portugais. Tiverem um computador, favor clicar no ícone que simboliza globo terrestre e selecionar a nossa língua, português. E para quem estiver num smartphone, pode ir no ícone, que tem três pontinhos, e selecionar esses três pontinhos e vai aparecer a indicação para a interpretação. Obrigada. Again, welcome you all. It is a great pleasure to have you here in this webinar to discuss the need to protect livelihoods C'est un during. plaisir de vous avoir avec nous pour parler de la protection des moyens de subsistance lors de la fermeture des décharges. Et au nom de WeGo, Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, nous voulions vous souhaiter la bienvenue. Alors, c'est un réseau international qui vise à protéger les femmes et les hommes qui travaillent dans le milieu informel. Alors, je voulais commencer en vous faisant part de différentes petites règles. Nous avons préparé un webinaire qui sera divisé en trois parties. La première comportera la présentation de trois cas d'études dans des villes où WeGo travaille. Ensuite, nous aurons deux intervenantes qui partageront leurs réflexions et leurs contributions sur la base de leur expérience professionnelle en Afrique du Sud et au Paraguay. Ensuite, nous aurons une partie questions et réponses où nous vous donnerons la parole.
Pour ce qui est du timing, nous avons demandé aux orateurs pour les trois exemples de s'en tenir à 10 minutes. Ensuite, nous aurons les intervenantes qui parleront pendant 5 minutes chacune, et puis nous passerons aux questions et réponses. Donc, à nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Alors, avant de commencer, c'est un plaisir pour moi de vous présenter le docteur Sonia Diast, qui est spécialiste du secteur des déchets euh, au niveau local et international en termes de recherche, de plaidoyer et de politique. Le docteur Diaz nous présentera euh, le contexte de la discussion d'aujourd'hui et puis donnera la parole à Lucia Fernandez Nascimento, qui est récupératrice de matériaux et leader de la coopérative Coracé. C'est une coopérative de deuxième niveau qui est rattachée à la coopérative Sencoop à Brasilia, au Brésil. Et ensemble, elles présenteront le contexte de la décharge structurale à Brasilia. Merci beaucoup. Et Dr Diaz, la parole est à vous. Merci beaucoup, Olga. C'est un immense plaisir d'avoir ce webinaire aujourd'hui pour pouvoir parler de cette question extrêmement importante. Alors, je voulais tout d'abord vous présenter le contexte général. Je pense qu'il est très important pour nous d'avoir conscience, pardon, de cette question préoccupante depuis des décennies maintenant à cause de l'impact environnemental, de la mauvaise gestion des déchets, mais aussi pour ce qui est de la dimension des droits humains qui est liée aux décharges. D'un côté, nous avons des conditions déplorables pour les travailleurs formels et informels. Ils sont exposés à des décharges ouvertes. Alors ici, nous faisons référence à des puits de déchets qui ne sont pas des décharges d'un point de vue d'ingénieur. Ensuite, nous avons bien sûr une mauvaise gestion des déchets. Nous avons la contribution de ces déchets aux émissions de gaz à effet de serre, GES, pour ne parler que l'un des aspects des implications environnementales des décharges à ciel ouvert. Et puis, la contribution du secteur des déchets est estimée à 5% des émissions anthropogènes de gaz à effet de serre, principalement en lien avec les décharges à ciel ouvert et les puits de déchets. Cependant, on considère aussi la contribution des déchets solides qui est encore plus importante. Euh, on estime que la combustion des déchets contribue de 2 à 10% aux émissions de gaz à effet de serre, de gaz de carbone. Cependant, nous pouvons aussi nous inquiéter des coûts humains de ces décharges à ciel ouvert et WeGo documente cela de manière systémique, principalement lorsque l'on parle de la dimension des droits humains dans les décharges en Amérique centrale notamment. Les preuves sont accablantes. Cependant, nous devons considérer ces droits humains et le rôle environnemental des récupérateurs de matériaux. Ces 10 à 15 dernières années, il y avait différentes informations qui ont pointé du doigt le rôle que les récupérateurs de matériaux jouent dans la récupération des déchets qui seraient sinon perdus dans la nature. Pour la revue de l'ingénierie internationale, on estime que les récupérateurs de matériaux contribue à la récupération de déchets et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Nos efforts chez WeGo contribuent à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour ce qui est de la préoccupation autour du changement climatique,
eh bien, on voit une tendance à limiter les décharges à ciel ouvert et la combustion des déchets. Ces processus ont souvent lieu tout en négligeant le côté des moyens de subsistance. Si on se penche rapidement sur l'histoire, sur le passé, lorsque l'on a commencé à gérer les déchets solides, à travers le 19e et le 20e siècle dans les villes européennes et américaines, on peut voir que les déchets sont devenus intimement liés aux questions de santé publique et de lutte sociale. La- le premier système de gestion des déchets solides municipal a été lancé et ces derniers systèmes ont limité les moyens de subsistance. La manière de formaliser les travailleurs pauvres n'a pas réellement eu lieu. Donc, il y a des raisons d'inquiétude pour nous parce que les processus sont venus du haut pour essayer de formaliser la gestion des déchets solides. Et si l'on se penche sur la situation actuelle, c'est exactement ce qu'il se passe à travers le monde. Donc, il y a différentes questions auxquelles nous devons nous confronter et auxquelles nous devons essayer de répondre, pas seulement lors de ce webinaire, mais de manière quotidienne. Comment le changement climatique et les préoccupations environnementales peuvent être liées à la gestion des déchets? Que se passe-t-il sur le terrain, là où Wigo travaille? C'est un des points d'inquiétude pour nous. Et ce webinaire aujourd'hui euh, va essayer de se concentrer sur ce qu'il se passe à trois endroits spécifiques. Brasilia, au Brésil, Accra et Dakar. Donc, je vais maintenant passer à ma présentation pour Brasilia. OK, c'est déjà à l'écran, c'est parfait. Alors, je vais vous donner un peu d'informations contextuelles autour de la décharge structurale au Brésil. Alors, cette décharge se trouve à la base d'un fleuve important qui alimente Brasilia, la capitale du Brésil. La décharge structurale était la deuxième décharge à ciel ouvert la plus grande dans le monde, selon l'Atlas des déchets. Cette dernière était en opération depuis les années 1960, recevait des déchets domestiques et des débris commerciaux et industriels. Au fil des ans, un village de plus de 15 000 habitants a émergé autour de cette décharge. C'était aussi la résidence de nombreux récupérateurs de matériaux. Il y avait différents magasins dans une économie très diversifiée. Diapositive suivante, merci. Alors ici, vous pouvez voir très brièvement comment le processus de la fermeture de la décharge s'est passé. Alors, au Brésil, le gouvernement a dû fermer cette décharge. Mais ce processus a pris beaucoup de temps et en 2015, le ministère de l'Environnement qui faisait pression sur le gouvernement a fait que le gouvernement a accepté de fermer cette décharge, mais en intégrant les récupérateurs de matériaux. Et avant ça, il devait faire une analyse de cette décharge et identifier 27 problèmes clés et 17 agences gouvernementales ont été listées parce qu'elles devaient jouer un rôle pour justement fermer cette décharge en intégrant les récupérateurs de matériaux. Donc, un plan d'urgence a été créé pour régler les problèmes les plus pressants et le gouvernement a également
appelé des chercheurs de l'Université du Brésil pour faire une étude épidémiologique pour mieux comprendre la situation de la décharge, mais également des communautés qui arrivent près. Et donc, ça pouvait leur permettre d'avoir un plan pour que le gouvernement puisse répondre aux problèmes économiques, de santé et ainsi de suite. Donc, en 2015, un décret a été rédigé et le gouvernement a créé un intersecrétariat, donc un groupe où les 17 agences gouvernementales qui avaient été listées dans ce diagnostic, eh bien, l'objectif de ce groupe, c'était de mieux gérer cette décharge, mieux avoir une zone que l'on appelle une zone sanitaire et également d'élaborer un plan pour aider les travailleurs à avoir accès à des infrastructures adéquates pour pouvoir former des organisations qui aideraient les gouvernements à les embaucher directement en tant que prestataires de services. Donc ça a commencé, ce travail a commencé. Le gouvernement a également appelé des organisations telles que WIGO, ISBA et également d'autres instituts réputés au Brésil pour pouvoir créer un comité de surveillance pour justement contrôler ce processus, pour être sûr que les mesures sociales et environnementales étaient bien appliquées. Et en 2017, le gouvernement a inauguré donc cette décharge sanitaire et devait fermer la décharge structurale. Et WIGO et le comité de surveillance ont fait pression sur le gouvernement pour que le gouvernement attende encore une année pour que les travailleurs aient encore plus de temps pour s'adapter aux nouvelles mesures et pour... Oui, voilà, pour qu'il y ait plus de temps pour s'adapter. En 2018, janvier 2018, la décharge structurale a enfin été fermée. Les travailleurs travaillaient depuis des coopératives, grâce aux coopératives, et ensuite, la décharge sanitaire a commencé à être utilisée. Alors très rapidement, je peux vous montrer les plateformes participatives qui ont été mises en place pour assurer l'intégration des récupérateurs de matériaux. Il y a eu un forum qui a été créé, un forum de citoyens. Et donc le gouvernement a créé ce qu'on appelle le comité pour l'inclusion des récupérateurs de matériaux, qui incluait également des travailleurs autonomes qui n'étaient pas donc dans une organisation. Et il y a eu un groupe de travail de transition qui a été créé. Donc voilà, ça a été les 3 plateformes qui ont été mises sur pied, qui permettaient donc aux travailleurs de avoir également voix au chapitre. Diapositive suivante. Alors, ce processus a été très long. Comme je vous l'ai montré, il y avait énormément de plateformes participatives et le gouvernement, les 2 premières années, organisait plus de 300 réunions avec les travailleurs. Le gouvernement a également promis qu'il intégrerait les récupérateurs de matériaux, que ça deviendrait des prestataires de services et promettant également de leur donner des espaces adéquats et pour également leur fournir des indemnisations s'ils perdaient leur espace de travail. Voilà, donc il y a eu différents engagements qui ont été pris par le gouvernement. Diapositive suivante. Alors, le gouvernement a pris 4 engagements. Les récupérateurs de matériaux, eux, se sont organisés et leur engagement a été essentiel, crucial.
Le gouvernement s'est assuré que les récupérateurs de matériaux soient intégrés dans ce processus. Alors, quels défis ont été rencontrés? Donc, il y a eu le problème de la fermeture de la décharge qui entraîne une perte de revenus pour certains travailleurs, mais Lucia vous en parlera un peu plus, elle vous parlera des défis, mais également des avantages. Et il y a également le problème de comment les déchets, donc dans la chaîne de valeur, comment plutôt les récupérateurs de matériaux puissent également avoir un dialogue avec les gouvernements locaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il est important que les travailleurs aient une compensation, mais ça ne permet pas de régler les problèmes de moyens de subsistance. Le gouvernement doit avoir vraiment un bon plan. C'est pour ça que ce plan sur les moyens de subsistance doit exister. Souvent, les gouvernements font des plans, mais sans forcément beaucoup de détails dans ce plan. Donc, il faut vraiment un plan avec des vraies lignes directrices et qui permettent d'inclure les travailleurs dans la protection sociale, la santé et ainsi de suite, l'économie. Et si on n'applique pas bien ce plan, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et le gouvernement qui avait créé donc le comité, pardon, comme je vous l'avais dit, a permis justement d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir contrôler et surveiller ce qui se passe sur le terrain. Voilà, je vais m'arrêter maintenant parce que je souhaite que Lucia ait également du temps pour partager sa perspective à elle. Lucia, je te cède la parole. Merci. Bonjour, pouvez-vous m'entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Tu peux commencer. Alors, je m'appelle Lucia, j'ai 42 ans et ça fait 20 ans que je travaille dans des décharges. Alors, qu'est-ce qui a changé lorsque cette décharge a été fermée? Comme Sonia l'a dit, la situation a été très compliquée pour nous parce que on ne réussissait pas à assez bien gagner notre vie. Et ça a eu un impact très, très fort sur nos vies. Mais après, il y a également eu des avantages parce qu'on a pu on a pu participer à des conférences, à des réunions et un groupe a été créé qui impliquait différents secrétariats et nous, en tant que récupérateurs de matériaux, on a pu participer à ces discussions, ces dialogues. Et nous, en tant que récupérateurs de matériaux, on a eu notre mot à dire dans la fermeture de cette décharge. Ça a été la plus grande fermeture en Amérique latine. Bien évidemment, cette fermeture a été très compliquée. Elle a duré plus d'un an. Et le 20 janvier 2018, cette décharge a été fermée et c'est un jour que nous n'oublierons jamais, qui restera gravé dans nos mémoires à jamais. Et lorsque la décharge a été fermée, les coopératives n'y étaient plus en fait. Certaines sont parties dans d'autres sites, sur d'autres sites et d'autres, par exemple, sont parties dans des entrepôts, dans des salles qui étaient en location. Et le gouvernement nous a permis de payer cette salle, cet entrepôt qu'on louait et on a pu rester là-bas pendant plusieurs mois jusqu'à ce que le gouvernement reconstruise quelque chose pour nous. On était 3 coopératives là-bas. Et en fait,
Ce qui a été difficile pour nous, c'est que nous, on n'était pas habitués à travailler de manière organisée. Généralement, on travaillait séparément. Mais après avoir quitté cette décharge, on a un peu été forcés, entre guillemets, à travailler ensemble. On devait se coordonner nos actions et on devait également partager le même espace avec deux autres coopératives. Donc, on était trois différentes coopératives partageant la même salle, le même entrepôt. Et je me souviens que la première fois qu'on a dû payer le loyer, c'était 73 réals, donc la devise brésilienne. Et lorsque les récupérateurs de matériaux ont vu quels auraient été nos revenus, ils ont vu que ce n'était pas assez, mais au moins on s'est rendu compte que la situation au début n'était vraiment pas bonne parce qu'on n'avait pas une sécurité, une stabilité, on n'avait pas de moyens de subsistance qui étaient garantis. Donc, pouvoir se coordonner et justement régler ces problèmes a été très positif. Certains récupérateurs de matériaux ont pu tirer profit de certaines mesures parce qu'ils étaient peut-être plus âgés ou malades. Puis, il y a de nombreux cours également qui ont été organisés, donc des formations. On nous a également donné une indemnisation parce qu'au début, le revenu était vraiment très faible. Donc, on a participé à différents cours pour justement se former et savoir comment travailler ensemble, et s'organiser. Ensuite, la plus grande répercussion, le plus grand impact, ça a été avec les contrats. Parce que les coopératives, en partant des décharges, ont reçu des contrats, différents types de contrats. Donc, comme je l'ai dit, on était trois coopératives travaillant ensemble et deux d'entre elles avaient reçu des contrats spécifiques avec une organisation pour le tri des déchets. Et maintenant, tout le matériel, tout ce que l'on revend, et d'ailleurs, nous avons reçu il y a 5 ans 300 réals. On recevait 300 réals par tonne de déchets. Maintenant, on reçoit 400 réals par tonne de déchets. Aujourd'hui, on est payé par tonne de déchets récupérés. Et ce qu'on gagne, on le divise parmi tous les récupérateurs de matériaux des coopératives. Et aujourd'hui, on voit que certains récupérateurs de matériaux n'arrivent même pas à toucher le salaire minimum. Mais grâce aux indemnisations, grâce aux aides de l'État, on arrive au revenu minimum et ça nous permet de vivre et travailler de manière organisée et travailler dans un endroit sécurisé, sûr, et ayant différents programmes à notre disposition, par exemple de la santé pour les femmes, des formations qui nous sont également fournies. Eh bien, oui, en fait, il faut savoir que certaines d'entre nous ont même repris l'école. Donc ça a été vraiment des choses très, très importantes pour nous. Merci, merci beaucoup. Merci, Lucia. Merci. Thank you very much to Dr. Diaz. Merci beaucoup au Dr. Diaz et à Lucia pour leur partage. Alors, nous allons maintenant passer à nos autres orateurs que je vais présenter rapidement pour qu'ils puissent passer directement l'un après l'autre. Alors, nous avons d'abord Dr. Owusu Boampang, qui travaille dans le département des études intégrées à l'Université de Cape Coast et qui travaille étroitement avec les récupérateurs de matériaux à Accra pour WIGO. Nous avons aussi Maguette Diop qui travaille avec WIGO dans le cadre de l'initiative des villes focales, notamment dans le projet de la décharge à Dakar au Sénégal. C'est un militant et un chercheur. Merci beaucoup à tous les deux et Dr. Boampang, je vous donne la parole.
Merci beaucoup, Olga. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez dit, je travaille avec les récupérateurs de matériaux depuis de nombreuses années maintenant. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait des événements qui ont mené à la fermeture de la décharge à Accra en 2020 sans notice. Donc, Wigo a soutenu les récupérateurs de matériaux, a essayé de trouver d'autres moyens de subsistance sur site et en dehors du site. Alors, diapositive suivante. Le site de la décharge de Kpone a été ouvert en 2013 et a été financé par la Banque mondiale. Wigo a commencé à travailler avec les travailleurs et travailleuses sur le site depuis 2016. Alors, à l'origine, la décharge était censée recevoir 500 tonnes par an, mais recevait en réalité 400 tonnes de déchets supplémentaires. Il y a eu un incendie le 16 août 2019 et environ 300 récupérateurs de matériaux ont été relocalisés vers d'autres décharges et donc la fermeture ne pouvait être empêchée. En juin 2020, au milieu de la pandémie de COVID-19, la décharge a été fermée. Donc ça, c'était en juin 2020, en plein milieu de la pandémie. Donc, quand on a entendu parler de la fermeture, euh, les récupérateurs de matériaux ont été informés officiellement de la fermeture euh, de la décharge. Alors, en 2018, la Banque mondiale a lancé un projet d'intégration et en fait, l'idée, c'était de favoriser la gestion des déchets à Accra. Et dans ce contexte, euh, on a pu identifier une réduction considérable des moyens de subsistance des récupérateurs de matériaux, ce qui a été une source d'inquiétude à la fois pour les travailleurs et pour Wigo. Donc, l'idée, ça a été d'étudier les rapports et de travailler directement avec les récupérateurs de matériaux d'un point de vue professionnel. Donc, dans mon expérience du projet Garit, donc le projet dont je viens de parler de la Banque mondiale, nous avions des consultants locaux qui ont commencé à travailler en 2018 avec les ONG et les récupérateurs de matériaux. Et l'idée, en fait, c'était de comprendre ce qu'il en était de ce projet de démantèlement et de fermeture de la décharge. Et les responsables du projet et les consultants ont affirmé que le démantèlement de la décharge n'était pas sur la table et que c'était financé par le gouvernement du Ghana et non par le projet. Et en fait, c'était une manière de justifier, entre guillemets, l'absence de consultation et de provision de sécurité pour les récupérateurs de matériaux. Ensuite, le 23 septembre 2020, nous nous sommes rencontrés avec l'unité des politiques euh, de sécurité du projet. Et l'idée, c'était d'insister sur la fermeture de la décharge dans le cadre du projet Garit.
De nombreuses lettres ont été écrites et envoyées à la Banque mondiale, au ministère des Ressources et de gestion des déchets pour soulever nos inquiétudes quant à ce projet Garrigue et à la possible fermeture de la décharge. Mais ces lettres sont restées sans réponse. Le 16 juin 2020, nous avons envoyé une lettre au ministère de la Ressource, de l'eau et de l'assainissement, à laquelle nous n'avons pas reçu de réponse non plus. Et puis, le 2 septembre 2020, nous avons envoyé une lettre au coordinateur du projet Garrigue qui a affirmé que la fermeture de la décharge était en dehors de la portée du projet Garrigue, même si l'expansion de la décharge avait auparavant été considérée. Donc, nous avons demandé des documents mis à jour sur le projet Garrigue, mais cela ne nous a pas été accordé. Merci beaucoup, Owusu, et désolé, mais il ne te reste que 3 minutes. Ah oui, d'accord, merci. Alors, les photos que vous voyez ici, à gauche, c'est le démantèlement de la décharge. Et puis à droite, c'est la décharge ou la déchetterie où les récupérateurs de matériaux travaillent. Donc, en termes d'organisation, il faut savoir que l'organisation de membres des récupérateurs de matériaux est l'une des associations les mieux organisées de récupérateurs de matériaux. L'idée, c'était de créer une coopérative, mais cela n'a pas eu lieu parce que le régime de franchise ne permet pas ce type de statut et d'organisation au Ghana. Donc, l'idée, c'était de voir comment nous pouvions obtenir des avantages pour les récupérateurs de matériaux eux-mêmes par le biais de cette création d'associations. Donc ici, à droite, c'est une photo que nous avons prise avec les membres de l'association. Les membres partageaient leur expérience, parlaient de la fermeture, de la décharge, etc. Diapositive suivante. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les récupérateurs de matériaux ont été déplacés, mais en plein milieu de la pandémie, WIGO a soutenu les récupérateurs de matériaux pour lancer des projets de récolte des déchets, des projets pilotes au mois de février et d'août 2020. Et par le biais de ce projet, on a pu réussir à obtenir une aide financière de la part d'une ONG pour la récolte de déchets. Très rapidement, Oussou, désolé. Oui, oui. Donc ici, on voit la coopérative. Nous avons reçu un certificat de fonctionnement après différentes opérations. Alors, les récupérateurs de matériaux n'ont pas de contrat à proprement parler, mais en appartenant à cette coopérative, eh bien, les récupérateurs de matériaux ne doivent pas attendre d'avoir un contrat de collecte de déchets à domicile avant de commencer à travailler. Grâce au soutien de WIGO, nous avons pu lancer une coopérative et les récupérateurs de matériaux ont pu recevoir des bourses et des aides financières pour les aider dans ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Woussou. Maguette, tu es prêt? Oui, merci Olga. Et merci aussi de nous avoir donné l'opportunité en fait de partager avec nos collègues et autres en fait organisations qui travaillent avec Hugo
sur cette problématique, en fait, comme le disait tantôt Sonia, en fait, qui est une problématique mondiale et qui, en fait, aussi crée tellement de défis multiformes pour les travailleurs. Et peut-être donner une petite idée sur le titre qu'on a donné, en fait, soutenir les récupérateurs de déchets dans leur stratégie d'intégrer de nouveaux modèles modernes de système de gestion des déchets, en fait, qui donne l'orientation actuelle, en fait, de notre travail à Dakar. Parce que, pour rappel, le projet, en fait, de réception, c'est-à-dire de fermeture de la décharge de Mbebes, a démarré en 2018. Et 2018 a coïncidé avec le lancement du projet réduction des déchets dans les villes côtières et qui nous ont permis, en fait, véritablement, durant tout ce laps de temps, de faire des formations, de faire de l'accompagnement aussi organisationnel, de la communication, qui ont permis, en fait, au moins aux récupérateurs d'atteindre un certain niveau de leadership. Et ça a été véritablement important pour la suite. Slide. Donc, je vais essayer de faire un petit résumé, en fait, de cette problématique en 4 étapes. Premièrement, l'histoire de la décharge de Mbebes, le projet en tant que tel qui impacte négativement sur les récupérateurs et les recherches de moyens de substances alternatives qu'on a conçues comme vraiment la réponse en différentes phases d'éléments de réponse pour amener les récupérateurs à continuer, en fait, à exister malgré cette situation extrêmement défavorable à leur niveau. L'autre aspect, c'est sur les demandes et démarches des récupérateurs. Parce qu'avec le soutien de Hugo, quand même, les récupérateurs sont arrivés à véritablement développer un certain nombre de stratégies qui leur permettent de pouvoir avoir au moins l'écoute des autorités. Allons-y, oui. Donc, pour comprendre un peu Mbebes, en fait, c'est une décharge qui a été, qui existait un peu dans une commune à Anne, mais qu'on a déplacé en 1972 vers un nouveau site, en fait, qui portait le nom de Mbebes. Mbebes, c'est en fait un lac qui est là-bas, qui est toujours là-bas, et qui maintenant porte le nom, en fait, de la décharge publique de Mbebes. C'était en 1978. Et en 1980, il y a une forte crise agricole à Dakar. Et cette crise agricole avait fait qu'en fait, beaucoup de populations à l'intérieur ont migré vers Dakar. Ils n'avaient trouvé, en fait, que leur premier emploi que dans la décharge en tant que récupérateur. Et en 1994, il y a eu la mise en place de Bokudjom comme organisation des récupérateurs. Parce qu'en fait, en ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de stigmatisation par rapport à ces travailleurs. Donc, il fallait qu'ils s'organisent pour, en fait, aussi véritablement avoir des espaces de discussion avec l'État comme avec les partenaires locaux. Slide. Donc, c'est en 2018, comme je le disais tantôt, que, en fait, le projet Promojet, qui est en fait une ligne de crédit qui va permettre de mettre en place des infrastructures, de centres de tri, centres de valorisation des déchets. Et en fait, son objectif aussi, et il est en train maintenant véritablement d'accélérer même le processus, c'est en fait de fermer la décharge en horizon 2026. Et par la suite, de donner en fait le relais à un programme déjà qui est une agence déjà qui est mise en place et ce qui s'appelle la Sonaget. C'est en fait une agence qui va travailler dans une privatisation accélérée en fait de gestion des déchets. Et le processus déjà est enclenché avec des conventions qu'il commence maintenant à signer avec des entreprises, avec des sociétés privées. Et les récupérateurs doivent en fait aussi, pour mieux en fait continuer à
à exister dans le système, relever en fait leur niveau d'organisation. Et c'est là où nous sommes actuellement avec eux, quoi. Slide. Donc, comme je le disais, nous, notre travail, c'est un peu l'accompagnement, la formation, la recherche participative des moyens de subsistance alternatifs. Et nous sommes en train, comme l'a dit Akra tantôt, hein, de voir comment est-ce qu'on peut extérioriser un peu les compétences et les connaissances des récupérateurs en menant en fait des expériences pilotes avec certaines communes, n'est-ce pas? Et ces expériences sont déjà en cours. Nous allons même mettre en place un cadre de concertation avec le ministère de l'Environnement, avec la commune de Thiaroye-sur-Mer, pour pouvoir en fait voir comment est-ce que les récupérateurs pourront en fait prolonger un peu le travail qu'ils faisaient au niveau de la décharge dans les communes. Et vous voyez sur ces photos, c'est des ateliers qu'on a organisés en dehors de la décharge avec les élus et aussi avec les populations locales quand les récupérateurs étaient là-bas pour sensibiliser, en fait aussi pour discuter sur le projet pilote. Cela est. Voilà, là aussi, c'est toujours dans le cadre de la recherche de moyens de subsistance. On essaie en fait de donner d'autres compétences aussi, de travailler aussi aux récupérateurs. Là, vous voyez les récupérateurs qui sont en train de travailler sur la transformation du céréal local. Et ils ont mis en place même une unité, en fait, qui travaille là-dessus. L'autre, en fait, avec la synthèse, on a pu en fait former 5 aussi femmes récupératrices dans la transformation de savon. Et sur les autres photos aussi, vous voyez en fait les récupérateurs qui font leur entrée communautaire au niveau en fait des communes pour mieux en fait développer l'expérience pilote. Et là, ils sont à Thiaroye-sur-Mer, qui est en fait une zone extrêmement polluée par le textile et les autres matériaux en fait le plastique, le fer, l'aluminium, etc., etc. Et en fait, les récupérateurs commencent déjà à vraiment susciter l'intérêt des politiques locales pour en fait les aider un peu à régler ce problème, mais aussi ce qui va impacter un peu sur leur revenu. Slide. Bon, et en fait, ça, c'est vraiment là où se trouvent maintenant les récupérateurs par rapport au projet de fermeture de la décharge. En fait, les récupérateurs font beaucoup de communication, beaucoup de plaidoyer pour en fait une reconnaissance en fait par le gouvernement de leur travail. Et là, ils sont pas restés tout simplement sur le côté plaidoyer, ils ont mis en place une coopérative avec l'appui en fait du BIT. Et cette coopérative soutenue par le BIT a été fortement aussi facilitée par Wego à Dakar. L'autre aspect il faut souligner aussi, c'est qu'ils sont en train de mettre en place un syndicat avec la synthèse pour en fait ouvrir en fait la porte de la lutte syndicale. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'avec la synthèse, ils sont arrivés en fait quand même avec l'aide à ce que l'État en fait commence déjà à mieux les considérer dans ce nouveau projet de résolution. Et même le président de la République a dit en fait que dans le cadre de la fermeture de la décharge, il faudra que les récupérateurs soient aussi intégrés et pris en charge dans le nouveau système. Et l'autre aspect aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a le Sonaget SA. En fait, c'est une société qui a été mise en place par l'État qui va travailler sur la privatisation de la gestion des déchets. Et les récupérateurs aussi demandent à ce que le Sonaget en fait les intègre un peu plus dans le dispositif
en leur donnant en fait véritablement des contrats de travail. Et la discussion est engagée avec la SONAGED dans SAS. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont mettre en valeur la société coopérative qu'ils ont mis en place. Et ça, c'est des photos en fait aussi qui montrent un peu l'agrément de la coopérative reçue au niveau du ministère de l'ESS à Dakar, qui a donné un agrément en fait à la coopérative, lui ouvrant en fait les portes de certains financements et appui en fait en équipement et autres quoi. Et ça, c'est une photo en fait du 1er mars que les récupérateurs organisent chaque année, vraiment pour échanger avec les autorités en fait sur leur situation. Slide. C'est ici et c'est plus de clarification pour l'espace de questions et réponses. On a le temps, on a déjà dépassé le temps, je suis désolée. Ok. Désolé, hein, c'est qu'on a essayé de résumer. Bon, peut-être dire aussi qu'en fait, voilà, c'est Dakar aussi véritablement travaille sur les politiques en fait internationales comme le traité sur le plastique et s'appuie aussi dans sa stratégie sur la mise en place de l'Alliance mondiale des récupérateurs, quoi. Voilà, je vous remercie. On n'a pas suffisamment de temps pour beaucoup développer. Mais je pense qu'il y a des questions, on pourra y revenir, quoi. Merci, Olga. Merci, Maguette. Thank you very much for this really good Merci beaucoup pour ces présentations qui montrent comment on gère de manière différente la fermeture de décharges. Maintenant, je vais céder la parole à Jennifer Tucker qui se penche sur la justice sociale, qui est universitaire à l'Université de New Mexico. Et sa recherche se concentre sur la situation au Paraguay et elle aide également les travailleurs, les récupérateurs de matériaux. Nous avons également Mélanie Sampson qui est également professeure de sociologie à l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud. Elle a également aidé le processus participatoire pour aider les récupérateurs de matériaux en Afrique du Sud et elle a permis la rédaction donc de lignes directrices à cet égard et elle a participé également à la création du système d'enregistrement des récupérateurs de matériaux dans son pays. Alors, Dr Tucker et Samson, donc sur base de vos expériences en Afrique du Sud et au Paraguay, on souhaite vous demander si vous pouvez nous parler de la manière avec laquelle on peut protéger les moyens de subsistance des travailleurs tout en améliorant la situation environnementale et quel rôle les institutions internationales, les États peuvent jouer et quel type de stratégie devrait être adoptée pour justement protéger les moyens de subsistance. On va commencer avec le docteur Tucker d'abord. Bon, on s'excuse, nous n'avons pas énormément de temps. On peut vous laisser 5 minutes chacune. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci de nous avoir présenté. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ma recherche qui essaye de protéger les moyens de subsistance tout en s'intéressant au système de déchets dans les villes. Sachez que je travaille au Paraguay depuis 2005. J'aimerais, sur base de ces présentations et des réflexions, expliquer que les périodes de transition sont vraiment très compliquées et c'est dur pour nous de faire des recherches parce que nous avons besoin de la participation des travailleurs, nous avons également besoin
d'en savoir plus sur ce qui est mis en place pour aider les travailleurs après la décharge, mais ça nécessite la participation des travailleurs de la société civile et il y a beaucoup d'espace en fait qui peut être pris par la sensibilisation ainsi que par le plaidoyer. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur quelque chose qui est un peu différent de la question que vous m'avez posée. Je sais que euh, pour moi, la question fondamentale est que devons-nous en fait aux travailleurs? Comment faire? Et dans le chat, là, je vais vous envoyer un article que j'ai écrit qui suggère qu'on utilise le cadre de la réparation plutôt que celui de la formalisation, qui s'intéresse à comment intégrer et inclure le récupérateur de matériaux dans ce processus. Alors, j'ai participé à des recherches pour savoir comment protéger les moyens de subsistance à Asunción au Paraguay. Et je me suis intéressée à l'infrastructure urbaine de la ville. Et notre projet a montré qu'il y a différentes barrières qui se posent pour intégrer les récupérateurs de matériaux. On s'est intéressé à Catahueda, qui est une décharge sanitaire semi-régulée à Ascension. Le processus est toujours en cours, mais il y a eu de grandes transformations où on a davantage impliqué les récupérateurs de matériaux. Les récupérateurs, on les appelle les gancheros au Paraguay. Et j'aimerais souligner que ces obstacles sont apparus à cause de préjugés qu'ont les législateurs. Donc ici, j'en reviens au fait qu'il est important de casser ces préjugés. Je vais m'en concentrer sur un seul d'entre eux, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, c'est généralement des préjugés liés à la pauvreté et à la position des récupérateurs de matériaux. On a vu avec notre recherche que le PNUD et différents instituts identifient la culture des récupérateurs de matériaux qui est pour eux une barrière à la réforme. Alors, Gancheros et Ascension sont très organisés et ils ont réussi à bien s'en sortir pendant des dizaines d'années. Ça fournit des moyens de subsistance à des milliers de personnes. Ils ont réussi à négocier avec les mairies, les responsables politiques locaux. Et dans ce processus de fermeture qui est en cours, ils ont réussi à obtenir une promesse de la municipalité qui permettrait d'avoir une infrastructure qui serait construite parce que ça permettrait donc aux travailleurs de continuer à travailler et ça, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas obtenir. Et au lieu de les responsables politiques, en fait, ont eu peur que les récupérateurs de matériaux euh, changent la situation et ils ont donc ces préjugés et c'est vrai que il y a de nombreux déséquilibres qui existent. Les législateurs ne voient pas ça comme quelque chose qui pourrait être en fait positif. Donc, ce serait bien d'avoir des politiques qui soient en lien avec les besoins, mais malheureusement, au Paraguay, il y a beaucoup de clientélisme, il y a également beaucoup de politiques qui sont prises en fonction de si on va voter pour vous ou non. Donc, ça encourage également ça favorise, pardon, également le patriarcat. Successful cases of integrating informal workers. I just have, oh, I share the translation. Et ils oublient aussi les travailleurs en eux-mêmes.
L'intégration qui demande des investissements de soutien externe comme les églises, les ONG, les chercheurs et d'autres entités. Ces supporters externes doivent faire confiance à la capacité des récupérateurs de matériaux de transformer leurs conditions de travail, en plus de reconnaître que des histoires de marginalisation demandent un renforcement des capacités alors qu'ici, le budget proposé n'alloue que 0,1% du budget aux récupérateurs de matériaux et à leur formation. Cela mène à des plans qui ne soutiennent que les coopératives, ce qui peut exclure les travailleurs non organisés et autonomes et indépendants, et ce qui peut aussi empêcher les récupérateurs de matériaux d'avoir accès aux ressources nécessaires pour survivre. Donc, je voulais aussi partager de la transformation des systèmes qui demandent souvent la confrontation des élites politiques et économiques qui ont investi dans le statu quo. Il y a aussi tout un ensemble d'informations dont j'aimerais parler pendant la séance de questions et réponses, à savoir les alliances publiques privées dans le secteur des déchets, qui utilisent des processus informels pour créer des sphères protégées de profits et de bénéfices, donc protéger d'autres acteurs. Donc, je clôturerai simplement en disant que ces mécanismes maintiennent le statu quo et offrent différents obstacles aux récupérateurs de matériaux. The mic is yours. Merci beaucoup. Et Docteur Samson, la parole est maintenant à vous. Hi, can you hear me? Bonjour, vous m'entendez? Wonderful. Oui, oui, on vous entend. Thank you so much for the Super, opportunity merci. Merci to speak beaucoup on de this me donner la important possibilité de panel. parler Just wanna quickly aujourd'hui show et je you voulais what simplement we've done in vous Johannesburg. montrer la caméra ici. Donc, ce qu'on a fait à Johannesburg, alors j'espère que vous voyez la pièce que je vous montre actuellement. Donc, avant le début de ce webinaire, nous avons organisé un atelier avec les récupérateurs de matériaux de Johannesburg et de ses alentours pour voir quelles étaient leurs revendications, leurs inquiétudes, parce que, désolé, je bouge un petit peu, mais bon, nous savions que ce webinaire aborderait nombreuses de leurs questions et de leurs inquiétudes. Donc, merci beaucoup à nos différents orateurs. Et pour parler de ces expériences, je pense que lorsque l'on prend ces trois présentations, ce que l'on voit, c'est vraiment la centralité, l'importance d'avoir des politiques et des plateformes, des accords d'intégration. Et au Brésil, puisque c'était déjà le cas, puisqu'il y avait déjà eu du travail d'intégration, lorsque la décharge a été fermée, ces relations, ces politiques et ces principes étaient déjà en place et cela a permis à nos camarades au Brésil d'obtenir ces accords tout à fait remarquables. Et je pense que c'est tout à fait époustouflant, surtout lorsque l'on voit le nombre de réunions qui ont eu lieu, alors que nous, on a vraiment du mal à ne serait-ce qu'obtenir une rencontre. Et puis, quand on voit la situation à Accra, au Ghana, ça a été beaucoup plus compliqué parce que ces structures et ces processus n'étaient pas en place, mais on peut voir que la fermeture des décharges a renforcé l'organisation des travailleurs et travailleuses. Donc, c'est un processus différent et nous devons travailler avec les conditions qui sont qui sont les nôtres. Alors, pour parler de l'expérience sud-africaine, je pense que ce qu'il est important ici à savoir, c'est que les récupérateurs et récupératrices de matériaux en Afrique du Sud et leur travail, en fait, c'est une continuation du concept d'exploitation qui est lié à l'historique d'exploitation des mineurs noirs en Afrique du Sud. Et lorsque l'on regarde le travail des récupérateurs aujourd'hui, ce sont des circonstances tout à fait similaires. Ces derniers n'ont pas été payés, donc l'industrie minière était basée sur des salaires d'exploitation très importants.
Et je pense que dans la plupart des pays aujourd'hui, ce qui a été à la base de l'économie du recyclage, eh bien, ce sont des travailleurs noirs non payés. Et c'est dans ce contexte que les travailleurs ont commencé à s'organiser et à émettre, à partager leurs revendications. Lorsque l'on analyse la manière dont l'intégration des récupérateurs de matériaux a été comprise avant que les travailleurs commencent à s'organiser, eh bien, on voyait que l'organisation des travailleurs était basée sur l'effacement de différentes choses. Premièrement, l'effacement de leur travail comme activité économique à proprement parler, mais aussi l'effacement de leurs connaissances. Alors que, comme on l'a dit, ces récupérateurs de matériaux sont les vrais experts et sont les seuls à savoir comment extraire des matériaux intéressants du système de déchets. C'était aussi un effacement du système qu'ils avaient créé. Et donc, l'intégration était comprise comme, OK, on a des récupérateurs de matériaux pauvres qui travaillent seuls. On a les municipalités et les experts qui doivent concentrer créer des programmes pour eux sans les consulter. Et on doit les amener dans ce que nous considérons comme étant l'intégration idéale. Alors qu'en Afrique du Sud, les récupérateurs de matériaux récupéraient entre 80 et 90% des déchets qui étaient jetés par les citoyens. Ils le font par ce que l'on appelle le tri post-déchets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de reconnaître qu'un système existe déjà et qu'il faut en tenir compte. Et puis, pour conclure, l'approche à l'intégration en Afrique du Sud, et comme le capitalisme racial l'est toujours, était basée sur l'humanité, l'absence d'humanité du système. Et donc, nous sommes embarqués dans un processus en Afrique du Sud pour développer les lignes directrices de l'intégration des récupérateurs de matériaux. Et je vais parler de certaines des politiques et réussites institutionnelles que nous avons eues, et puis je parlerai aussi des défis de mise en œuvre. Donc, ce que l'on a fait en Afrique du Sud, j'ai supervisé un processus de 3 ans qui a rassemblé les récupérateurs de matériaux, les ministères, les villes, etc. Et par le biais d'ateliers, nous avons ensemble développé les lignes directrices pour l'intégration des récupérateurs de matériaux en Afrique du Sud. Bien sûr, les organisations de récupérateurs de matériaux ont joué un rôle essentiel ici. Et la première chose sur laquelle on s'est mis d'accord, c'était un ensemble de 10 principes qui allaient guider tout ce que l'on allait faire. Premièrement, nous avions le respect et la reconnaissance de la contribution et de l'expertise des récupérateurs de matériaux. Par ce processus, nous avons créé une définition très intéressante de l'intégration des récupérateurs de matériaux. Donc, notre définition officielle en Afrique du Sud de l'intégration des récupérateurs de matériaux, c'est la création de systèmes de recyclage planifiés d'un point de vue formel qui utilisent la force des systèmes existants créés par les récupérateurs de matériaux. Et donc, l'intégration doit payer les récupérateurs pour les services qu'ils offrent, améliorer leurs conditions de travail. Et notre définition dit aussi qu'il nous faut une intégration politique, sociale, économique et culturelle et non seulement économique. Donc, nous avons développé cet ensemble de lignes directrices. Alors, une ligne directrice, c'est une ligne directrice, mais ensuite, notre stratégie nationale qui a été révisée en 2020 disait que les municipalités doivent intégrer les récupérateurs de matériaux d'ici 2021 et les plus petites en 2024. Donc, c'est une demande légale pour les municipalités. Dans le même temps, nous développions des règles sur la responsabilité étendue des entreprises.
Et donc, nous avons dit que les industries, les entreprises doivent payer les récupérateurs de matériaux pour les services qu'ils offrent, donc afin de lutter contre le non-paiement de ces travailleurs. Donc, nous avons vu différents points positifs. Cependant, la lutte est toujours en cours. Alors, je sais qu'il ne me reste qu'une petite minute, mais j'aimerais partager un exemple. Pendant un an, l'Organisation de la responsabilité étendue des producteurs a eu la responsabilité de payer les récupérateurs de matériaux et de mettre en place des systèmes pour payer les récupérateurs de matériaux qui étaient déjà enregistrés. Alors, ils n'ont pas répondu à ces obligations et donc il y a différentes équipes qui ont mis en place l'enregistrement des récupérateurs de matériaux pour que ces derniers puissent être payés. Et donc, je pense que cela montre que même lorsque l'on gagne d'un point de vue institutionnel et formel, il faut toujours que les travailleurs s'organisent eux-mêmes. Et ce qui m'impressionne beaucoup personnellement, c'est que les travailleurs n'attendent pas que les États mettent en place les politiques et les règles. Ils ont mis en place des systèmes pour que les récupérateurs soient enregistrés et donc payés. Et une des stratégies, ça a été de travailler directement avec les résidents, comme cela a été mentionné par notre collègue du Ghana. Mais à la place d'attendre pour un contrat de l'État, ils ont construit des relations avec les résidents et avec les organisations citoyennes dans différents quartiers de Johannesburg où des relations ont été mises en place directement. Et on a eu de très bons exemples où des travailleurs privés engagés par des entreprises ont empêché les camions de recyclage d'entrer dans le quartier pour favoriser le travail des récupérateurs et récupératrices de matériaux. Donc voilà quelques exemples, mais je suis sûre que vous serez d'accord pour dire que particulièrement l'expérience brésilienne est une inspiration pour nous et que nous avons beaucoup appris des différentes luttes à travers le monde et de la manière dont les récupérateurs et récupératrices de matériaux se sont battus pour leurs droits dans les différents pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sampson. Nous aimerions maintenant donner la parole à nos participants pour des questions. Donc, si vous avez une question pour nos panélistes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Des questions? Oui, nous avons une question ici. Désolé, on ne peut pas lever la main parce qu'on n'a pas d'ordinateur à portée de main. Alors, nous avons ici un travailleur de l'équipe d'engagement de Héros. Bonjour, alors je m'appelle Eva Mokwena et ma question s'adresse à Sonia au Brésil. Sonia, comment avez-vous réussi à convaincre le gouvernement à soutenir les récupérateurs de matériaux tels qu'il le fait actuellement? Donc, quelles ont été les étapes et quelles ont été les précautions que vous avez prises afin d'être reconnu et d'être inclus dans le travail de gestion des déchets du gouvernement? Merci beaucoup, Eva, pour votre question. Alors, premièrement, ce n'est pas moi à proprement parler. Nous avons une longue histoire de lutte à travers le Brésil et dans le cas de Brasilia, le cas que j'ai présenté avec Lucia, la récupératrice qui travaillait dans la décharge déstructurale, nous avons eu la chance, en fait, d'avoir comme président de l'agence de nettoyage de Brasilia la même personne que le président en fait de l'agence de nettoyage de ma ville. Donc,
elle a apporté beaucoup en matière d'inclusivité, des choses que nous avions mis en place très tôt, en 93, au Brésil, dans ma ville, Belo Horizonte. Donc, c'est le contexte général, en fait. Il y avait une équipe au sein du gouvernement qui était responsable des travailleurs et travailleuses. Et puis, l'autre chose, c'est que les travailleurs et travailleuses s'organisaient depuis des années et des années. Il y avait des plateformes où les travailleurs et les autorités avaient déjà des dialogues, discutaient déjà entre eux. Donc, lorsque le gouvernement a décidé de fermer la décharge, le gouvernement a donné beaucoup de pouvoir à cette agence en question et l'agence avec les travailleurs ont travaillé ensemble. Il y a eu beaucoup de conflits, bien sûr, parce que il y avait toute cette question de gestion et de contrôle. On a eu un suivi très proche de tout ce qu'il se passait. On a fait des suggestions au gouvernement, mais aussi aux travailleurs et travailleuses. On conseillait les travailleurs et les leaders dans notre qualité de modérateur, en fait. On conseillait les deux parties pour que le dialogue soit le plus fructueux possible. Donc oui, voilà, je pense que c'est une lutte de longue date qui remonte à de nombreuses années de politique aussi et d'interaction avec des équipes techniques, avec des agences, avec les travailleurs. Et cela nous a permis d'avoir une réaction peut-être plus rapide, mais les travailleurs ont tout de même lutté. C'est parce que même si vous avez un gouvernement réactif, si les travailleurs ne s'organisent pas et ne clarifient pas leurs revendications, eh bien, ça ne va pas bien se passer. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Mélanie a dit avec Haro. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Les travailleurs et travailleuses à Brasilia ont été prêts, ont revendiqué de nouvelles choses, ont été présents aux différentes réunions. Donc, c'est quelque chose, voilà, qui a été construit ensemble d'une certaine façon. Je ne sais pas si Lucia veut ajouter quelque chose, peut-être. Lucia, tu as quelque chose à ajouter sur la manière dont tu as vécu cela? Euh, Comment as-tu fait pour que le gouvernement entende ce que vous aviez à dire? Est-ce que ce que j'ai dit était suffisant? Tu aimerais ajouter quelque chose? I think we can move on, it seems. She's smiling. Olá, estão me ouvindo agora? Ah, ok. Oui, Ah, pouvez-vous tá. m'entendre? Querida, pode falar. Como a Soninha falou, Oui, não oui, foi vas-y. muito fácil, não foi flores também não. Tivemos muitas Ça n'a manifestações pas no été começo, simple. junto também com o governo, né? Ça n'a pas été tout beau, tout rose. Il y a eu énormément de conflits avec le gouvernement Nós formamos várias pour lideranças, qu'on puisse en arriver à là. fomos várias vezes ao Palácio do Buriti a pé, Étant donné qu'on était les leaders, on a participé à à des réunions du gouvernement. pra gente chegar, né, acordo. Claro que nem Un grand nombre d'entre nous, comme je l'ai dit, ont participé à ces réunions avec le gouvernement. Et c'est vrai que tout ne s'est pas passé comme nous, on le prévoyait. E a gente não aceitou, né? E a gente realmente teve várias reuniões. Je vous ai expliqué ce qu'ils nous proposaient au début pour une tonne de déchets et c'était vraiment très très faible et on ne voulait pas accepter. On s'est même rendu au gouvernement là-bas directement sur place pour négocier. Donc c'est sûr que ce qui se passe à Brasilia, ce n'est pas la situation parfaite, mais c'est le mieux qu'on puisse avoir. Et les contrats de maintenant, franchement, ils sont vraiment très bons. Au niveau national, on reçoit on est le mieux payé en fait. Et les coopératives ont été reconnues comme des acteurs à part entière après que la décharge ait été fermée. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas travailler seul et
Au moins là, on est reconnus comme des récupérateurs et récupératrices de matériaux. Et cette reconnaissance, je dirais qu'elle a commencé en 2019, après qu'on ait commencé à s'organiser. Maintenant, on couvre une zone de plus de 80 000 km². Et ces 3 dernières années, je dirais que on a été dans cet entrepôt qui est en location et la plupart des coopératives ont quitté ce lieu et maintenant je sais que leur situation n'est pas la meilleure et je sais que maintenant ce que nous on fait, ça devient un modèle pour d'autres personnes, pour d'autres pays. Je sais que notre réalité maintenant est différente de ce qu'elle était auparavant. Et je sais que si maintenant nous avons des bons revenus pour nos récupérateurs et récupératrices de matériaux, c'est une très bonne chose. Ah, malheureusement, Lucia a des problèmes de connexion Internet. Alors, juste pour finir, il y a une crise sur les marchés et dans le chat, vous pourrez voir ce que j'ai envoyé. Vous pourrez comprendre ce qui se passe sur le marché du recyclage et comment ça a un impact sur les travailleurs. Olga? Oui, il y a Antonella Maiello qui a posé une question et qui est pour toi, Sonia. Alors, comment le mouvement des récupérateurs de matériaux à Brasilia a réussi à atteindre cet objectif d'avoir des contrats avec le gouvernement municipal ou peut-être avec d'autres gouvernements? À Rio de Janeiro, c'est quelque chose que les récupérateurs de matériaux demandent depuis des décennies, mais qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Je vais vous envoyer le lien d'un article. Donc, je vais être très courte. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps au Brésil, qui a commencé dans les années 80 et ça a commencé avec les premières coopératives qui ont été créées et plus tard avec l'aide d'une plateforme où il y a différents acteurs. Donc, ensemble, et cette plateforme a été soutenue par l'UNICEF. Les récupérateurs de matériaux ont réussi à obtenir une plus grande visibilité grâce à ce forum, cette plateforme où il y avait différents acteurs et différentes politiques ont été rédigées grâce à ça au niveau national et au niveau local dans différentes villes. La ville de Rio de Janeiro est très compliquée étant donné la culture politique, le trafic et ainsi de suite. Je suis ravie de vous envoyer un lien dans le chat et sur ce lien, vous pourrez obtenir plus d'explications sur comment nous avons réussi à obtenir une certaine reconnaissance. Merci beaucoup, Charles. Charles, Mina, I think you had your hand raised. Charles, je crois que vous aviez levé la main. C'est à vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Charles. Je suis au Kenya et je travaille avec TFM. Je suis également avec des récupérateurs de matériaux là. Alors, ce que j'ai pu remarquer au Kenya, c'est que la fermeture de décharges, même lorsque ce n'est pas abrupt, c'est forcément systématique, dans le sens où la municipalité ou l'autorité municipale essaye vraiment d'empêcher les décharges d'avoir justement des déchets. Donc ma question est pour vous, Mélanie. Je sais que ce n'est pas simplement un problème au Ghana ou à Johannesburg, c'est également le cas à Nairobi. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en place une approche régionale
et pour accroître la privatisation du secteur de gestion des déchets. Alors, Seigneur, avant de prendre la parole, est-ce qu'on peut peut-être prendre une deuxième question? Mélanie? Docteur Samson, pouvez-vous m'entendre? Oui, je peux vous entendre. Réussissez-vous à m'entendre? Oui. Oui, désolée de vous interrompre. En fonction de la question, ça pourrait être la dernière question posée, étant donné qu'on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être qu'on pourrait prendre une dernière question après celle-ci, juste pour qu'on puisse ensuite conclure. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mante Wadi. Ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire sur l'importance de s'organiser en tant que travailleur parce que on peut être entendu, on peut être reconnu en tant que travailleur. Ce que j'ai entendu sur le Brésil, ça m'a beaucoup encouragée à avancer. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup encouragée, ce que vous avez dit. Donc voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce commentaire. Sonia, souhaitez-vous peut-être répondre à la question précédente? Je n'ai pas très bien compris parce que ma connexion est assez mauvaise. Moi, je pensais que la question était dirigée à Mélanie. Pouvez-vous répéter la question? Je n'ai pas compris si elle m'était adressée. Olga, pouvez-vous m'entendre? Oui, je m'excuse, moi aussi, j'ai un problème avec mon audio. Charles, pouvez-vous peut-être répéter votre question? Moi, j'avais compris que la question était pour Mélanie et non pour moi. Yeah, it's basically it can be for you, Sonia, as well. But my question regarding dam Oui, en closure, fait, it c'était une was question also qui supported portait sur la fermeture des décharges. very concerted efforts to starve dam sites of Je waste. disais qu'ici, les autorités font tout pour qu'il y ait de moins en moins de déchets dans les décharges, en fait. Et Separation at source, which then means waste pickers who do not have les récupérateurs de matériaux n'ont pas forcément les ressources, l'équipement pour pouvoir bien travailler. Et de plus en plus de choses sont externalisées. Et donc, moi, ma question portait sur voilà, une approche régionale, parce que ce n'est pas un problème qui touche simplement le Ghana ou le Kenya. On sait que c'est un problème qui touche d'autres villes également, d'autres pays. Donc, je me demandais ce qu'on pouvait faire au niveau régional pour régler ce problème. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que vous pouvez donner? Oui, ok, j'ai compris. Merci Charles. Alors, dans le cas du Brésil, alors, pour avoir un système inclusif de tri, il faut que le gouvernement lui-même fournisse, dans le cas d'un contrat, pour que des ressources, du matériel, des équipements soient fournis aux travailleurs. Mais je comprends ce que vous essayez de demander et je pense que c'est un problème vraiment clé.
Et c'est vrai que si ce n'est pas fait par la municipalité et le gouvernement, ça peut être encore plus compliqué. Mais même avec un contrat avec le gouvernement, mais que le contrat n'est pas très bien rédigé et n'est pas fait d'une manière telle que euh, le contrat puisse couvrir tous les coûts, pour couvrir tous les coûts pour les travailleurs, eh bien, là aussi, ça devient problématique. Les travailleurs dans les coopératives ici au Brésil se battent pour avoir des contrats mieux rédigés. Et c'est pourquoi ils dépendent du staff technique qui est là pour les aider afin de comprendre ce dont ils ont besoin pour obtenir ça, pour savoir quels sont les coûts. Donc comme ça, ensuite, ils peuvent se battre pour avoir de meilleurs contrats. Donc ensuite, ça leur permet donc d'obtenir justement de meilleures conditions. Voilà, le temps imparti est écoulé. Je ne sais pas si nous avons 2 petites minutes pour conclure. Ah, désolée. Alors, j'ai eu un petit problème sur mon écran, mais on voulait vous remercier pour votre présence, votre participation. Nous avons une discussion très riche aujourd'hui qui nous a vraiment ramené à ce qui est le plus important, à savoir mettre les récupérateurs et récupératrices de matériaux au cœur. Ce sont de nos actions. Ce sont eux qui ont été à l'origine des systèmes de gestion des déchets et ils devraient être reconnus de la sorte. Dans les différents témoignages, nous avons entendu parler de l'importance d'avoir la participation active des récupérateurs à toutes les étapes du processus, que ce soit la conception, la mise en œuvre ou la surveillance des politiques, le suivi des politiques. Nous avons aussi entendu l'importance d'avoir des mécanismes qui garantissent que tout cela se passe au mieux. Nous avons entendu parler de différentes stratégies des récupérateurs de matériaux qui mettent en place leurs propres initiatives pour montrer qu'ils peuvent le faire sans attendre les autorités. On a vu aussi des stratégies qui euh, créer des liens avec d'autres. Et le plus important, c'est de s'organiser et de se battre pour le travail et les droits des travailleurs et travailleuses. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et désolé pour le petit retard. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Internet. Nous avons différents documents sur la fermeture des décharges et déchetteries et différentes ressources. Vous avez aussi différentes ressources dans le fil de discussion de cette réunion. Merci aussi à tous nos orateurs, nos intervenantes et à nos interprètes qui nous ont aidés à communiquer. Merci beaucoup et très belle journée à toutes et à tous. Au revoir.